Un jour après avoir été nommé MVP, Shai Gilgeous-Alexander a fait honneur à son trophée en marquant 38 points lors de la nouvelle victoire d'OKC contre Minnesota, 118-103 pour le Thunder. Grosse performance de Shai Gilgeous-Alexander, mais aussi grosse performance de toute son équipe en général, qui fait le break et mène maintenant 2-0 en finale de conférence. Plus que 2 victoires et le Thunder retrouvera les finales NBA. C'est pas arrivé depuis 2012. De toute façon, ça arrivé que 2 fois dans l'histoire du Thunder. Enfin, ça arrivé qu'une fois, pardon, dans l'histoire du Thunder. C'était en 2012 avec Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. Et là, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren suivent les traces de leurs aînés Shai. On a vu que c'était pas si simple de gagner, d'assurer l'avantage du terrain dans ces playoffs, de gagner les deux premiers à domicile. Ça a tout été ça a été tout sauf une facilité pour toutes les équipes depuis le début de ces playoffs. Là, OKC vient de faire 2 matchs. Alors le premier un peu poussif, mais avec une prise en main en cours de route qui a été suffisante. Et là, le deuxième, j'ai eu l'impression qu'il y avait une forme d'impuissance du côté de Minnesota. Pour le moment, encore une fois, il y a que 2 matchs de jouer et ils vont recevoir 2 fois. C'est tout roule, c'est efficace. Il y a à nouveau des solutions autres même que chez Gilgeous-Alexander, qui certes fait un très très beau match, mais Jalen Williams, Chet Holmgren, les joueurs de banc aussi ont fait leur taf. Enfin, ça a été une prestation que j'ai trouvée très sereine, très rassurante et dans la lignée de ce qu'ils ont montré sur ces derniers jours, sur les derniers matchs, sans les trous d'air ou les difficultés même qu'on a pu avoir sur le match 1 et sur quelques matchs contre Denver. Donc pour le moment, j'ai envie de dire que tout roule pour OKC et ça a été une belle fête pour Shai, du coup, qui a reçu son trophée des mains d'Adam Silver ce soir-là. Voilà. Sur l'analyse à chaud, c'est ça, c'est cette impression de sérénité. J'ai pas été inquiet pour OKC à un moment pendant la nuit. Il y a un gros coup d'accélérateur en deuxième partie de troisième quart-temps avec toujours la même formule finalement. C'est grosse défense, beaucoup de rythme, ça court. C'était voilà, sur le terrain, il y avait Holmgren, Kesson Wallace, Lou Dort, Shea, Jalen Williams, peut-être Caruso à un moment qui rentre pour Williams, mais voilà, beaucoup de rythme à ce moment-là, une grosse défense et une attaque des Timberwolves qui ne trouve plus de solution. Je parlerai peut-être de l'attaque des Timberwolves après, mais je veux revenir sur ce que tu parles, sur ce que tu dis sur la sérénité. En fait, mon impression, moi, sur ces 2 matchs, même je vais même englober le premier, c'est que cette série contre Denver, elle a fait grandir Oklahoma City. Le Thunder a été énormément gêné par les Nuggets, même par énormément gêné par Nikola Jokic, qui pourtant a eu des stats en dessous de ses standards, mais qui a posé de gros problèmes à toute cette équipe du Thunder, qui a fait douter le Thunder, même dans des matchs que le Thunder a gagné. Il y a des matchs où le Thunder revient dans le quatrième quart-temps. Alors, tu sens dans le troisième, ils sont pas loin du craquage complet. Et d'avoir pu se sortir de cette série, j'ai l'impression que d'un coup, toute cette équipe s'est libérée, a pris encore plus conscience de ses forces. Je ne dis pas qu'elle manquait de confiance, mais comme je le disais, tu vois, il y a des matchs contre le Thunder où j'ai l'impression que des matchs contre les Nuggets, pardon, où j'ai l'impression que le Thunder était vraiment en train de douter, pas passer loin des fois de la correctionnelle, et d'avoir traversé cette adversité. Je pense que ça a donné une confiance absolue à cette équipe en ses capacités. Jalen Williams, Théo me le soufflait avant le début du CQFR à juste titre. Et le meilleur exemple de ça, il met des paniers hier en première mi-temps qui sont très difficiles. Il prend des tirs même, tu te dis, ok, c'est des tirs d'un mec qui est parfaitement en confiance, qui sait exactement ce qu'il fait. On pourrait dire la même chose pour Shea, qui met un paquet de paniers difficiles. Tu vois, il y a des moments où les Timberwolves défendent bien, mais il y a des joueurs en face qui savent exactement ce qu'ils font, qui comprennent comment attaquer la zone, qui savent quand accélérer, qui savent quand mettre du rythme. Et qui sont bien partis effectivement pour aller en finale. Et pour Jalen Williams, il y a ça, effectivement. Alors, on va juger aussi ses prestations à l'aune de son adresse, parce qu'il a eu quelques irrégularités de ce côté-là. Mais il y a toujours, constamment, cette capacité à faire des actions aussi décisives en défense. Tu vois, quand sur la fin de match, et à un moment, ils reviennent à 10-12 points, enfin, tu te dis, ah, attention, on a vu en plus sur ces playoffs que ça pouvait vite basculer pour certaines équipes. Eh ben, il va faire l'interception qu'il faut avec une vitesse, je trouve exceptionnelle. C'est vraiment un défenseur assez incroyable. Il a un flair et une capacité à intercepter des ballons que je trouve vraiment impressionnant. Et il a ça, il a fait une prestation complète. On l'a dit que cette série contre Denver, elle avait fait grandir collectivement. C'est obligatoire. Tu bats une équipe qui a été championne il y a 2 ans avec celui qui est communément considéré comme le meilleur joueur du monde. Évidemment que tu grandis quand tu sors de ça. Et individuellement aussi, Jalen Williams qui a traversé 1 ou 2 matchs avec des critiques. Est-ce qu'il peut vraiment être la deuxième option? Est-ce qu'il est pas trop maladroit?
Là, il est pas maladroit, il est important dans le jeu en attaque, il est important dans le jeu en défense. Pareil pour Holmgren, où on peut se demander est-ce que à ce niveau-là, avec son inexpérience, est-ce que c'est pas trop haut pour lui? Bah, il a été bon aussi, et dans les moments où Minnesota s'est rapproché, j'ai aussi trouvé qu'il avait été intéressant avec des actions peut-être simples, mais où il a montré beaucoup de sang-froid. Et le sang-froid, c'est voilà, sang-froid, flegme, calme, c'est ce qui est sidérant avec cette équipe et ce qu'on avait évoqué même plus tôt dans la saison. L'âge, normalement, c'est pas anodin, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une limite parce que tes joueurs, ils ont pas assez d'expérience, parce que il y a les émotions dues à l'âge aussi. Là, c'est une équipe qui a pas ces problèmes-là pour l'instant, en tout cas à ce stade de la compétition, et c'est très avancé. Il y a du sang-froid. C'est évidemment lié à son leader, je veux dire, Shai Gilgeous-Alexander. Alors il va sourire de temps en temps, il peut protester ici et là, mais il est très dans le contrôle, même son langage corporel est très contrôlé. Alors certains vont dire oui, bah c'est parce qu'il sait qu'il va avoir des fautes, mais c'est global, c'est l'ensemble, et ça, je trouve que ça rejaillit vachement sur ses coéquipiers aussi. Hier, il met quelques paniers. Franchement, il y a toute une série de post-up en première mi-temps, toujours sur la ligne de fond, là, où il enchaîne des fadeaways, des fadeaways. Les Timberwolves, tu vois, c'est une bonne défense, et je dis pas qu'ils défendent parfaitement tout du long du match, mais par contre, tu vois, il y a des moments où ils sont là sur Jalen Williams, sur Shea, et ça rentre quand même. Et du coup, pour Minnesota, j'ai l'impression qu'on a deux très belles défenses, mais on a une équipe qui est quand même un peu mieux armée finalement. C'est pas étonnant, c'est l'équipe qui a gagné 68 matchs pendant cette saison. Et j'ai l'impression que la défense du Thunder, elle renvoie Minnesota finalement à ses lacunes offensives en fait. Les Timberwolves, ils ont fait une très grosse fin de saison. Il y a un bel article d'ESPN là-dessus justement, parce que leur attaque est montée extrêmement en puissance à partir du mois de mars. Ils sont passés, je sais plus, de la 16e à la 2e attaque, quelque chose comme ça. C'est ça. En tout cas, ils étaient dans le milieu de tableau et ils sont devenus la 2e meilleure attaque à partir du mois de mars. Il y a eu une vraie progression dans ce domaine, et là, c'est mis à mal quand même. Il y a beaucoup de maladresse près du cercle parce que le Thunder ferme la peinture complètement. Anthony Edwards, bah oui, certes, il met ses 32 points, il a des drives, mais en 26 shoots. Ouais, quoi. Voilà, exactement. Et le Thunder n'a pas peur de laisser complètement ouverts les shooters des Timberwolves. Ce qui, moi, me paraissait évident dès le premier tour, et j'ai vu finalement que non, bah non, il y a effectivement des joueurs des Timberwolves qui mettent dedans, mais sur ces playoffs, ils mettent pas dedans en fait. Dante DiVincenzo, c'est un bon shooter, mais c'est pas un sniper non plus. Jaden McDaniels, c'est celui qui m'impressionne le plus dans ce domaine, parce que ça le plus fou, c'est que lui a beaucoup progressé. Julius Randle va en mettre, mais pareil, c'est pas un sniper en fait, Julius Randle. Tu vois, même par rapport à Kat, ils ont des profils différents. Il va pas mettre des shoots à 3 points aussi facilement. Mike Conley, c'est pas un sniper. Naz Reid était longtemps leur meilleur shooter et il met pas dedans. Et Nickel Alexander Walker, il met dedans ce soir-là, sur ce match, mais c'est pas un sniper non plus en fait. Et même Anthony Edwards, c'est pas un sniper non plus. Il fait 1 sur 9 d'ailleurs sur ce match. Et du coup, voilà, les Timberwolves ferment l'accès à l'impeinture. Il y a qu'un seul joueur qui vraiment crée de gros décalages. Il y a Randle qui peut jouer certaines ISO, mais il y a que Edwards qui va être celui qui crée les gros décalages balle en main. Donc lui, il se retrouve face à 4 défenseurs devant lui. Souvent, ils sont obligés de lâcher des mauvaises passes quand ils pénètrent sur cette défense. Et les tirs ouverts, et les tirs, ils les mettent pas, les tirs lointains. Donc je trouve que Minnesota a trop de lacunes offensives en fait pour gêner OKC. Et même s'il y avait un peu plus d'adresse, parce que le plus fou, c'est que oui, Minnesota a été très mauvais à 3 points sur les 2 premiers matchs, mais en fait OKC aussi. Ouais. Donc je sais pas, je suis pas très optimiste là à ce stade pour cette équipe de Minnesota. Non, mais il y aura peut-être, il y aura un match, je pense. Enfin, j'imagine quand même pour eux qu'il y aura au moins un match où l'adresse ou l'attaque va être au rendez-vous, où ça va rentrer. Mais globalement, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer plusieurs matchs dans cette série avec une grosse adresse, une grosse force de frappe offensive pour les Timberwolves, parce que Naz Reid, on peut en reparler. Il a encore, c'était quand même un facteur déterminant, mais là en attaque, il n'y arrive pas. C'est quoi? C'est 0 sur 5 cette nuit à 3 points. Ouais, il fait 10 points à 8 rebonds. 10 points à 8 rebonds. Alors bon, il a de l'activité, mais c'est censé être un joueur plus impactant que ça. Je trouve que Nickel Alexander Walker, oui, il a été plutôt bon. Il était à droite. C'était un de ceux qui ont réussi à mettre dedans. Mais je partage ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est pour ça que je reprends le terme d'impuissance. C'est que il y aura un match, à mon avis, où tout va cliquer. Mais globalement, ils seront impuissants parce qu'il y a trop de solidité en face, trop de capacité à répondre à ce qu'ils vont proposer. Tu vois, bon là on a sur un match où Randle
passe à côté, où il est en difficulté. Il n'a pas joué du tout du 4e quart-temps. Il traînait sa misère, on le voyait sur le banc. Rudy a pas été impactant non plus. Hein. C'est que j'ai même pas vu ses stats à Rudy. En fait, offensivement, il est un non-facteur. Ouais, c'est ça. Face à Hartenstein notamment. Il finit à 5 points, 9 rebonds. Ouais. 2 sur 5 au tir. Et il y a des moments, il y a quelques possessions où il se retrouve à devoir finir en pick and roll ou des choses comme ça. Mais en fait, il a pas le toucher. Si tu veux, il a pas ce toucher pour faire la différence. Et oui, du coup, en attaque, en tout cas, il est pour l'instant un non-facteur, comme disent les Américains. Ouais, et puis à côté de ça, Anthony Edwards, dont on attendait. Alors oui, il y a eu le réveil sur le côté scoring, 32 points, c'est pas mal, mais vraiment les 26 tirs pour les marquer, il fait que c'est un peu bon, allez, je fonce dans le tas, ça va bien finir par passer, ou alors j'essaie de décaler quelqu'un, mais en face ça a tellement vite bougé et réagi que tu l'as dit, c'est pas des très bons tirs et il faut être impeccable. Je pense vraiment pour battre cette équipe d'OKC, il faut être clinique, quasiment sans faire très très peu d'erreurs, et je sais pas si Minnesota va en être capable. À nouveau, il y a que 2 matchs, ils vont recevoir 2 fois, ça va peut-être les revigorer, mais il y a vraiment beaucoup d'assurance du côté d'OKC. On peut peut-être passer un petit peu sur les nouvelles autour des matchs, sauf si je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ce game en particulier. On a notamment les All Defensive Teams qui sont sortis. Il y a 2 joueurs d'OKC dans les All Defensive Teams. Donc dans la première, on trouve évidemment Evan Mobley, le Deep Boy, Lou Dort d'OKC, Dyson Daniels, Draymond Green, Amen Thompson. Et voilà, et Draymond Green, oui, j'en ai dit. Ah, c'est ça, t'as les 5. Ouais, j'ai les 5. Ça, c'est pour la première. Dans la seconde, il y a Toumani Camara, je pense que ça te fera plaisir. Ouais. Rudy Gobert, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams d'OKC et Ivica Zubac. Voilà pour les All Defensive Teams. Je sais pas s'il y a quelque chose qui te. Bah, tu vois, OKC a 2 joueurs dedans. Sachant qu'il y a ni Caruso ni Cason Wallace. Voilà. Caruso, est-ce qu'il avait le nombre de matchs suffisant, Caruso? Je sais pas parce qu'il. Je sais pas, c'est une question de minutes peut-être. C'est une question de minutes. Mais bon, on sait que dans l'absolu, c'est un joueur qui a le niveau de All Defensive Team, même tu parlais de Cason Wallace sur la durée, sur son temps de jeu, tu sais que ça va être irréprochable en défense aussi, donc ça explique en partie. C'est vraiment alors je disais l'année dernière, que Minnesota c'était une défense que j'avais pas vue depuis très très longtemps, un niveau de constance défensive et d'énergie défensive que moi j'avais pas vu depuis très longtemps. On est un peu là-dessus quand même avec OKC, à la fois avec le personnel qu'ils ont, avec les joueurs individuellement et sur collectivement ce qu'a réussi à mettre en place Marc Daigneault. En fait, il y a pas de le plus mauvais défenseur d'OKC, c'est un défenseur qui va être moyen plus. Voire presque bon, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être Isaiah Joe leur moins bon défenseur. Ouais, mais vu son temps de jeu, c'est pas très problématique. Tu vois, voilà exactement. Derrière, tous les mecs d'OKC sont moyens, bons, voire très très bons. Et il y en a peut-être 4 élites en fait. Il y a 4 voire 5 défenseurs élites si tu veux compter Holmgren dans le lot, qui est peut-être pas loin d'être élite. Donc c'est entre Caruso, Dort, Wallace, Jalen Williams. Holmgren, même, enfin, tu vois, il y a pas de lacune parce que même Minnesota qui a une bonne défense, Conley des fois tu peux l'exploiter. Alors Gobert tu peux plus trop l'exploiter, mais tu vois pareil Nasrid. Enfin, tu vois, il y a des joueurs où il y a discussion quoi. C'est collectivement c'est peut-être très fort, mais individuellement tu peux trouver éventuellement des petites failles. Ok, si là on est quand même sur une défense absolument exceptionnelle. C'est presque chez Gilgeous-Alexander le moins bon défenseur, et c'est un défenseur plus qu'honnête, qui d'ailleurs, enfin, au début de sa carrière, enfin, quand il a commencé avec les Clippers, je remarquais surtout son impact défensif d'ailleurs. Donc voilà. Parce qu'il devait se faire sa place en fait. Il devait se faire sa place en NBA. Il est long. En fait, c'est-à-dire que même si aujourd'hui il met pas le même niveau d'effort, et c'est là d'ailleurs où c'est très fort pour Jalen Williams, c'est que il attaque. Et il défend aussi à chaque fois quasiment. Enfin, il y a Lou Dort souvent qui prend le meilleur attaquant, ou des fois Caruso, mais il défend très fort aussi Jalen Williams. Mais donc même s'il faisait moins d'efforts, il a toujours sa taille, ses longs bras, ses instincts, des bons instincts, très bons instincts pour couper les lignes de passe, etc. Donc c'est clair. Je reviens rapidement du coup juste sur le match parce que sur un truc, il y a toujours ce débat donc sur les fautes que Shai obtient et tout ça. Oui, effectivement, parfois quand tu regardes. Tu te dis c'est peut-être un peu exagéré et tout, mais j'ai l'impression, et c'est aussi ce qui me fait dire que Minnesota se sent un peu impuissant, c'est que dans le discours des joueurs, dans l'attitude un peu, Jaden McDaniels après qui dit bah ouais là j'ai fait une faute flagrante pour qu'il y ait une vraie faute sur lui une fois, tu vois, tu sens qu'ils sont un peu concentrés là-dessus, et je suis pas sûr que ce soit la bonne approche. C'est pas juste parce que Shai obtient des fautes que Minnesota n'y arrive pas.
Surtout qu'en plus, Minnesota tire plus de lancers francs sur le match que ici. Alors après, ça dépend évidemment. Si tu drives plus souvent, tu es censé avoir plus de lancers francs. Mais oui, c'est un peu. C'est devenu un discours un peu facile. Il y a par contre des fautes. Il y en a deux, Oui. trois. Pareil avec Jalen Brunson, en fait. Ou comme James Harden à une époque. C'est des gars qui exploitent une faille. C'est un skill, hein. C'est un atout de savoir obtenir autant de fautes. Je pense que ce qui peut frustrer par moment, c'est effectivement cette impression, ce que disent les Timberwolves, c'est que des fois, tu as l'impression que lui, on lui laisse tout et qu'en face, alors que le Thunder, regarde comment le Thunder défendait Nikola Jokic. Tu vois, il y a des coups de latte dans tous les sens. Tu te dis, mais comment le Thunder est autorisé à défendre comme ça et de l'autre côté du terrain, ils ont un gars qui va sur la ligne au moins de contact. Donc je comprends ça. Je capte. Dans le même temps, sur ce match, il y a 2-3 fois où les arbitres ne veulent pas lui donner la faute, tu vois, sur des trucs, sur quelques contacts, où lui-même, il est là, il dit, mais il y a une faute. Et, non, il laisse jouer. Mais il est très fort à aller sur la ligne des lancers francs. C'est pas non plus le gars qui tire le plus de lancers francs de toute l'histoire des playoffs. Hein. De loin, de très loin. Ouais. Il y a plus de 80 mecs qui ont tiré plus de lancers francs en moyenne, en playoff en moyenne du coup. Dont des récents, dont des très récents. Ouais, exactement, sur une campagne. Sur une campagne, je veux dire, il en est loin de 80 mecs depuis 20 ans. C'est pour ça que je dis que à mon avis, c'est pas la bonne approche de se dire ah bah voilà, c'est parce qu'il a toutes les fautes. Donc, alors, je dis pas qu'ils disent qu'il y a que ça, mais ça revient quand même souvent, tu vois. Ce que dit McDaniels après, qu'il y ait de la frustration, qu'il fasse une faute flagrante, machin, mais pour moi, ça fait vraiment pas tout. Alors oui, c'est un foul artist, comme dit Michael Malone. Et alors là, du coup, c'est la version édulcorée entre free throw merchant et foul artist. C'est comme Harden, ça pouvait agacer le fait qu'il obtienne des lancers. Bon, je vais pas. Après, on va dire c'est parce que je préfère Shea Harden, ce qui est vrai, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins surjoué, mais c'est vraiment c'est une impression personnelle. J'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, il y va vraiment, il pense qu'il peut marquer, il va trouver un angle pour finir, et que s'il peut prendre la faute, c'est cool. Et il sait comment faire aussi pour bien vendre la faute. Ouais, j'allais dire, je pense qu'il cherche. Il y a des fois, c'est comme Jalen Brunson. Il y a des moments, il vend. Allez, vend bien la faute. C'est peut-être ça. T'as raison, c'est ça le bon terme. Mais il y a tellement d'autres trucs autour et d'autres moyens qu'il trouve pour marquer que je trouve ça vraiment trop réducteur et que c'est un peu, c'est pas une narration qui me plaît beaucoup, mais je peux l'entendre. Je joue en face. J'allais te prendre un exemple, même moi dans d'autres qui obtenaient des fautes au foot parce qui arrivaient bien à les provoquer. Et puis quand tu regardes souvent, 2 fois sur 3, il y a vraiment faute, sauf qu'elle est bien vendue, quoi. Ouais. Et puis après, voilà, sur le match d'hier, il y a un tel récital à mi-distance de la part de Shai Gilgeous-Alexander. Bon, bah, tu vois, tu peux effectivement pas résumer ça à ses lancers francs. Et pourtant, il en tire 15. Tu vois, il en tire beaucoup hier. Il en tire beaucoup, mais un peu comme toi. Enfin, en tout cas, vraiment, le succès du Thunder, c'est pas juste Shai Gilgeous-Alexander qui obtient des lancers francs. Il peut y avoir certains coups de sifflet un peu problématiques. Oui. Et je pense que ça peut s'étendre. De toute façon, c'est une tendance générale en NBA et sur laquelle la NBA a combattu un truc, c'était celle à 3 points. Tu vois, les 3 points cherchés avec la faute où le mec est clairement pas en train de shooter naturellement. Ça, la NBA veut combattre là-dessus. Maintenant, il faut le faire aussi un peu sur les drives parce qu'il y a effectivement des joueurs très forts, très intelligents aussi, comme Bronson, comme Shai Gilgeous-Alexander, dans une moindre mesure comme Trae Young. Il est pas au même niveau que ces deux-là, mais lui aussi est fort pour provoquer des lancers francs. Voilà, qui ont cette capacité. Il faut essayer de trouver le régulateur. Mais je pense que c'est un problème un peu plus large que chez. Autre petite info, les Nuggets vont conserver David Adelman sur le banc. A priori, c'est quand même pas surprenant. Il a été nommé 3 matchs de la fin de la saison régulière. Il a gagné les 3. Derrière, ils ont gagné une série de playoffs et ils sont passés à un match de sortir au OKC, qui a quand même une bonne tête de champion. Donc quand même gros boulot de la part d'Adelman et il va rester en poste. Il a fait du très bon travail. Moi, j'avais dit que j'étais pas certain que soit qu'il faille, soit qu'ils doivent rester, enfin que les dirigeants choisiraient de le conserver. Pour l'instant, c'est juste que je suis prudent au niveau de ce qui renvoie le côté charisme, c'est un peu impalpable, hein, mais par contre, il a fait de l'excellent travail, il a trouvé des adaptations, il a tenté des choses, c'est indéniable. Ce qui me surprend juste un petit peu, c'est que le coach soit nommé avant qu'il cherche un nouveau. Enfin, ils sont en train de chercher un nouveau general manager. Il sera nommé après. Souvent, il faut quand même s'assurer qu'il y a une compatibilité entre ce que veut
directeur sportif et ce que propose le coach. Donc, je suis curieux de voir qui ils vont nommer comme GM. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un de l'intérieur qui sera promu? Ça ferait peut-être sens s'ils ont choisi de continuer avec Adelman, qui vraiment pour le coup a fait du très bon travail. C'est incontestable. Ouais, c'est vrai. Tu soulignes un point intéressant. Généralement, les GM aiment bien choisir leur coach. Donc, effectivement, il y a en plus le gros chantier pour Denver cet été, c'est justement autour de l'effectif. Savoir est-ce qu'il y aura un trade, pas un trade. Pour l'instant, il se murmure que les Nuggets aimeraient garder leur noyau dur. Donc, ça inclut éventuellement Michael Porter Jr. Est-ce que tu sais quelle est l'équipe qui est considérée comme favorite des bookmakers? Alors, ça veut rien dire, hein, mais c'est quand même intéressant. Favorite des bookmakers pour récupérer Michael Porter Jr. T'as une petite idée? J'aurais pas parié là-dessus. J'avoue que j'y ai pas pensé une seconde. Une équipe de l'Ouest qui a des ambitions. Les Lakers? Non, les Golden State Warriors. Ah bon? D'après les bookmakers, je vois pas du tout comment ce deal se fait. Ils ont vu un mec qui shoot et ils se sont dit on va le mettre aux Warriors. Du mal à voir le deal, mais voilà, pour l'instant, voilà, c'est la petite info inutile. Ça me fait penser, et tu avais peut-être prévu d'en parler parce que tu nous l'avais envoyé dans le groupe message, mais en parlant des Warriors avec Scottie Kerr sur Kuminga, là, t'as vu? Oui, t'as raison, mais t'as tout à fait raison. Important et très important, effectivement, cette déclaration, je l'avais oublié. Oui, Steve Kerr qui a dit qu'en fait, il pourrait pas compter sur Kuminga. Il le voit pas comme un mec qui va faire jouer 38 minutes. Autrement dit, il le voit pas comme un joueur cadre à qui tu peux donner un éventuel statut de star. Et j'avoue, pourquoi tu dis ça alors qu'on est aussi proche du marché des transferts? Alors, Kuminga, il est free agent, mais il est restricted free agent. Donc, il va devenir restricted free agent. Les Warriors vont lui proposer ce qu'on appelle la qualifying offer. Ouais. Et quand on lui propose cette qualifying offer, il devient de fait restricted free agent. Il a deux options. Soit il accepte l'offre et il joue 1 an sur cette qualifying offer. Je crois qu'elle est à 9 et quelques millions. Et après, il est free agent où il peut vraiment signer où il veut. C'est ce qu'avait fait Greg Monroe. Je crois que Greg Monroe est l'un des rares à l'avoir fait. Soit tu peux signer cet été, effectivement, plus ou moins où tu veux, mais les Warriors ont la capacité de s'aligner sur n'importe quelle offre. C'est souvent ce qui se passe. Du coup, et vu la situation, on peut s'attendre à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un sign and trade, que Kuminga signe effectivement quelque part, mais pour être transféré et que ça se fasse via un trade, et comme ça, il arrive bel et bien dans l'équipe qui a envie de lui faire confiance. Et du coup, moi, je t'avoue que là, je la comprends pas trop, la quote de Steve Kerr. Pourquoi tu déclares ça? Franchement, ça fait des. T'es pas obligé, tu peux le penser, mais. Ça fait pas des années, mais il y a un espèce de jeu, une guéguerre entre le camp de Kuminga, son agent, Steve Kerr, les déclarations qu'il y a eu, les infos lâchées dans la presse ici et là, va peut-être demander un trade. Enfin, je pense que là, ça va être terminé. Alors, il a montré des bonnes choses quand il a joué, mais je sais pas si aujourd'hui Kerr le considère comme vraiment. La déclaration le montre bien, mais comme un des mecs sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour après. Puis tu peux en retirer quelque chose quand même. Ça reste je pense qu'un talent assez intriguant pour plein d'équipes. Donc je pense qu'il faut se dire merci d'avoir été là et puis on passe à autre chose, je pense. Ouais, mais en fait, ce qui est fou, t'as raison, ça doit être une espèce de guéguerre interne. Il doit pas pouvoir saquer l'agent de Jonathan Kuminga, mais vraiment pas du tout. Je pense que le problème n'est pas forcément complètement avec Kuminga, parce que je suis pas sûr que ce soit ultra personnel, mais par contre, l'agent de Kuminga, il doit vraiment pas pouvoir le saquer, parce que là, c'est pas dans l'intérêt des Warriors, en fait, Steve Kerr de lâcher cette déclaration. Il peut le penser. Il n'y a pas de problème. Il peut le dire à Kuminga entre quatre murs, il n'y a pas de problème, mais il peut pas le déclarer publiquement comme ça. Alors que tu vas essayer de transférer ce mec et que tu veux en tirer la meilleure valeur possible. Imaginons, on reste dans mon espèce de fantasme de Giannis Antetokounmpo. D'ailleurs, je sais plus si on était revenu dessus, mais je tiens à dire que 2 jours après que j'avais dit, vous verrez que ça va commencer à en parler et que personne n'en parlait, 2 jours après, Brian Windhorst, il avait fait un segment en mode il y a une équipe sur laquelle il faut se méfier pour Giannis Antetokounmpo, c'est les Golden State Warriors. Bref, on revient sur ce fantasme. Pour que les Bucks ils acceptent un tel deal, il faut que tu leur fasses vendre Kuminga. Genre, Kuminga, c'est votre gars. Chez nous, ça marche pas pour X raisons. Mais en vrai, on sait qu'il a du talent. C'est votre gars. Tu peux pas arriver et dire, bah non, c'est pas Alors, il a dit dans notre roster. Il a pas non plus dit c'est un gars qui peut pas jouer 38 minutes quelque part. Mais il a dit dans notre roster. Dans notre roster, pour gagner. Il a dit, parce qu'il dit quand même mon boulot, c'est de gagner. Je dois gagner des matchs. Mais comment? Mais du coup, tu peux pas dire mon boulot c'est de gagner des matchs, donc je peux pas faire jouer Kuminga. Mais franchement, c'est quel message que t'envoies? De toute façon, dans les faits, on l'avait compris.
on l'avait compris qu'ils considéraient ça, parce que tu le disais bien, il était sorti de la rotation et s'il n'y avait pas eu Il des serait jamais impondérables, il rentré serait s'il pas n'y avait pas de rentré, blessure. voilà. S'il n'y avait pas eu une circonstance qui l'exigeait. Donc de toute façon, dans les faits, je pense que la valeur de Kuminga avait déjà diminué. Après, voilà, la déclaration, oui, c'est peut-être pas très malin d'un point de vue business, mais je pense qu'il y a quand même des équipes, il y a certaines équipes qui le tiennent encore en haute estime. Je pense, tu vois, le potentiel athlétique, Oui, il est quand même énorme. C'est un mec qui a, bon, certes, il y a eu des hauts et très des jeune bas, encore, hein, très et il est jeune encore encore. jeune. Il a été champion avec un petit rôle, bon. Mais ouais, je pense que c'est clairement la fin de l'aventure là. Enfin, c'est pas la première fois. Pour moi, c'est le truc de les espèces de petits conflits larvés où bah, tu essaies que ça déborde pas trop sur le sportif, mais au bout d'un moment, faut se séparer, quoi. Je pense que ça va être le cas là. Je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Ce soir, il y a un match entre Indiana et New York, c'est le Game 2. Samedi, on aura le Game 3 entre Minnesota et Oklahoma City. Dimanche, à nouveau, New York, Indiana. C'est des matchs qu'on pourra débriefer tous ensemble avec Théo lundi matin à 3. On fera le gros débrief du week-end, des matchs du week-end. Donc, il y aura 2 matchs New York, Indiana et un match OKC, Minnesota. Ce week-end aussi, comme d'habitude, le dimanche, vous retrouvez le Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le Hoop Culture. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore essayé, d'aller jeter une oreille ou jeter un œil. Ça marche aussi sur YouTube. Voilà, une émission qui est différente de toutes celles qu'on fait sur la chaîne. Donc, checkez ça. Et nous, on se retrouve aussi quand même demain pour le 6e CQFR. Celui on répond à toutes vos questions. Allez, bonne journée à tous. Ciao, Ciao, ciao. bonne journée.